Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une émotion. Bienvenue, merci en tout cas de nous renouveler votre fidélité. Au menu ce jour, on parlera de la décentralisation. Vous le savez, il y a un peu plus d'un an au niveau de notre pays, il y a cette réforme qui est actée pour voir et corriger un peu tout ce qui a été fait depuis 2003. Et aujourd'hui, on parle, vous le savez, des SE, des secrétaires exécutifs et notamment même de plusieurs autres cadres de l'administration communale et municipale dans les 77 communes de notre pays. Quel est l'état des lieux un an après? On veut évaluer le parcours aujourd'hui avec un spécialiste, pas des moindres, l'universitaire Dr Kosoba Nanako. C'est avec lui que nous allons faire l'exercice d'évaluer le parcours en ce qui concerne la mise en œuvre de cette réforme structurelle au niveau de la décentralisation. Dr Kosoba Nanako, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Ah oui, je le disais, on parle avec vous de la décentralisation au niveau de notre pays pour parler notamment de cette réforme structurelle dans ce sous-secteur qui est acté depuis un peu plus d'un an où, on peut le dire, les maires ont été un peu déchargés. Ils s'occupent beaucoup plus de tout ce qui est aspect purement politique, mais il y a autour d'eux une organisation, une nouvelle structuration qui a été faite pour leur permettre de bien gérer les communes et tout ça. Vous avez été un acteur clé de tout ceci, vous avez donné votre avis dans tout ce qui avait été proposé, mais aujourd'hui nous sommes dans l'acte, dans le feu de l'action. Un an après la mise en œuvre de tout ceci, quel est le regard que vous portez sur le parcours? Merci, monsieur le journaliste. D'abord, quelques précisions avant de revenir à votre question. La première précision, c'est que mon regard ici sera un regard plutôt détaché, un regard de scientifique par rapport au processus. Et deuxième observation à faire, c'est qu'un an, c'est relativement peu. C'est relativement peu, mais qu'à cela ne tienne, la réforme en elle-même pouvait déjà, disons, être appréciée par rapport à ses composantes essentielles. Et donc, je reviens à votre question un an après. Je pense que pour apprécier, disons, l'évolution, pour apprécier les avancées, il faut certainement revenir aux objectifs et aux résultats attendus de la réforme. Réforme sous-entend qu'il y avait méforme. Oui. Et vous vous souviendrez que le chef de l'État a reçu les maires. C'est à cette occasion qu'il a ébauché, qu'il a, disons, il s'est étendu un peu plus sur les tenants et les aboutissants de cette réforme. On se souviendra qu'il y a à la base de cette réforme des reproches assez forts, notamment la politisation à outrance de la gestion communale, de l'administration communale, et qui avait un fort retentissement sur les pratiques de gestion, notamment la passation des marchés. Donc, par rapport à cette réforme, je retiens ces deux éléments capitaux. D'abord, une politisation à outrance de la gestion communale avec un retentissement sur le positionnement des cadres, donc le recrutement, les affectations, etc. et une autre influence négative sur les pratiques de passation de marché. Et donc, vous comprenez pourquoi l'option a été faite de décharger, certains disent décharger, mais si on veut le prendre positivement, on dirait peut-être soulager les élus d'un certain nombre, disons, de tâches qui les mettaient en délicatesse avec, disons, les principes de bonne gouvernance. Donc, dans la foulée, les textes de loi sur la décentralisation ont été relus et donc,
de nouvelles normes ont été posées par le législateur, complétées par un certain nombre de décrets pris par le gouvernement pour donc lancer le processus. Il faut, disons le dire, c'est un processus, une réforme ne se déploie pas en quelques mois, c'est beaucoup d'années. Qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que nous avons, au niveau des communes, une nouvelle structuration telle que vous l'avez dit. Déjà au niveau des organes, on a eu des évolutions. Nous avons désormais 2 organes délibérants, le conseil communal, le conseil de supervision. Et vous l'aurez constaté, le conseil de supervision en tant qu'organe collégial a récupéré beaucoup d'attributions qui relevaient du maire en tant qu'organe exécutif. Et nous avons l'organe administratif et technique qui est le secrétariat exécutif, composé donc de toute l'administration qui met en œuvre les orientations, les décisions prises par les organes délibérants. Et à la tête de ces secrétariats, vous avez les secrétaires exécutifs, qui héritent quand même d'un certain pouvoir. Et il faut le dire, ça a beaucoup, disons, animé les échanges sur la question. C'est la fonction. Comme les hommes les plus forts aujourd'hui, selon certains. Oui, parce qu'ils héritent quand même de la gestion des moyens. La gestion des moyens à mettre en œuvre, la gestion des moyens humains et la gestion des ressources financières. Ils deviennent en fait les vrais patrons de l'administration communale, ce qui n'était pas le cas. En temps, c'était le maire. Et ils deviennent également ordonnateur plein, ce n'est même pas ordonnateur délégué, ordonnateur plein du budget communal. Donc, des tâches de mobilisation de ressources, mais aussi des tâches, disons, d'exécution des dépenses de la collectivité territoriale. Et vous savez que c'est le principal instrument pour mettre en œuvre la politique, les programmes de développement local. Alors, de votre position de scientifique, telle que vous l'avez dit, vous suivez de près la mise en œuvre de tout ceci. Est-ce que, de votre avis, ça a bien fonctionné, ça fonctionne bien, et déjà, on peut commencer par énumérer des impacts, ou bien, bon, on doit pouvoir attendre encore? Je pense qu'il faut attendre encore, d'autant plus qu'il y a encore même beaucoup de décrets d'application qui ne sont pas encore pris. Mais déjà sur le terrain, on voit quand même que les nouveaux organes sont installés et sont entrés dans leurs attributions. C'est une évolution. Oui. C'est déjà une évolution. Disons que dans certains volets, on est déjà passé, disons, à la mise en œuvre. Mais est-ce que ces volets sont les plus importants pour impacter et nous faire voir ce qu'on n'a pas pu voir et qui a provoqué la réforme? Je pense que c'est trop tôt de le dire. Mais on voit déjà, on sait qu'il y a quelques, comment je peux appeler, il y a quelques, je ne vais pas dire récriminations, mais déjà quelques dysfonctionnements qui peut-être sont liés au démarrage. Vous voyez, tout un processus a besoin de démarrer. Il y a des choses qui vont moins bien fonctionner, on aura besoin de faire des ajustements. Donc, pour nous situer un peu sur le processus de déploiement d'une réforme, je pense que nous en sommes encore là. On est en train de poser en ce moment les pièces principales, les fondations sont vraiment en cours de déploiement et ça commence par les ressources humaines, on commence par voir. On sait aussi qu'on a élevé un peu le niveau, le niveau d'équipement, ne serait-ce qu'en ce qui concerne le matériel roulant. On a commencé par voir les maires qui sont installés dans toute la noblesse, entre guillemets, de leur fonction avec maintenant des véhicules plaques bleues.
On sait aussi que certains secrétaires exécutifs ont déjà bénéficié de cet équipement. Mais pour l'instant, tout ce qui a rapport, par exemple, aux réaménagements qui ont été faits pour remédier à la sous-administration qu'on notait au niveau des bureaux d'arrondissement et dans une certaine mesure aussi sous-administration au niveau de l'administration préfectorale, pour l'instant, on n'a pas encore ce dispositif en place. Vous savez que désormais au niveau des arrondissements, on a prévu que le secrétaire d'arrondissement soit quelqu'un qui est par exemple le bac plus 3. Bac plus 3 au moins, avec un collaborateur, qu'il soit le relais du secrétaire exécutif au niveau de l'arrondissement. On n'a pas encore vu ce redéploiement. Certainement que ça va suivre. Pareil au niveau de la préfecture, il devait avoir autour du préfet désormais, en raison certainement de la complexification de la gestion des affaires locales, il y aurait désormais aux côtés du préfet un conseiller financier et un conseiller juridique. Là aussi, on n'a pas encore vu se mettre en place, disons, ces ressources humaines. Maintenant, au niveau financier, ça a été annoncé. C'est peut-être, disons, l'un des talons d'Achille de cette réforme, c'est qu'on n'arrive pas à lire de façon précise, de façon très nette, qu'est-ce qui sera fait pour améliorer, disons, le financement même de la décentralisation, le financement du développement communal. On ne sait pas quelle sera la part du budget général de l'État, et donc au niveau du financement, il y a quand même, disons, un goût d'inachevé. Certainement que dans les prochaines semaines, les autorités compétentes vont certainement informer les acteurs de ce qui est en train de se mettre en place à ce niveau. D'accord. On vous a entendu dire tout à l'heure qu'en un an, on a pu noter des dysfonctionnements. Il y a le cas de ces SEQ qui sont révoqués révoqués. Il y en a qui ont démissionné parce qu'il y a eu des failles, peut-être ils n'ont pas respecté les tests et tout ça. Alors, à ce niveau, c'est la méconnaissance des thèses ou c'est le défaut d'expérience qui fait que, à côté des impacts qu'on attend sur le terrain, c'est des dysfonctionnements dans la mise en œuvre de la réforme qu'on enregistre pour le moment. C'est un peu de tout. C'est un peu de tout. Vous savez, tout début de processus connaît, disons, des atermoiements, des couacs qu'il faut travailler à vite corriger. Mais ceci dit, ce que vous soulignez peut être apprécié doublement. Oui. D'une part, on pourrait dire que c'est parce que toutes les mesures n'ont pas été prises qu'on assiste à cela. Mais d'un autre côté, on peut aussi dire que c'est l'une des avancées de la réforme. On parle de révocation, en supposant donc que ces révocations ont été faites. Vous estimez que c'est une avancée, des cas de révocation? En supposant, comme je le disais, j'y venais, en supposant que ces révocations ont été faites dans le respect des procédures, on pourrait dire que c'est une avancée. Parce que si c'était un maire qui commettait les faits, les mêmes faits reprochés aux techniciens qu'on a dû débarquer, dont on a dû se séparer, est-ce qu'on aurait eu la facilité ou disons toute la latitude de les sanctionner? On sait très bien que par le passé, il y a eu des faits qui ont été reprochés à des maires, mais étant autorité politique, vous imaginez, c'était plus difficile de les sanctionner. En tout cas, dans certains cas, c'était plus difficile de les sanctionner que les techniciens. C'est pour ça que j'ai dit, ça peut s'appréhender des deux côtés, en supposant vraiment que ceci a été fait dans les règles de l'art. Au moins, ça nous a épargné des bruits au sein du conseil communal où on va parler
de destitution ou de disposition pour élan de destitution dans telle ou telle commune pour agiter un peu la commune pendant plusieurs mois. Mais là, ça nous a épargné tout ceci. Tout le monde est concentré sur l'élan de développement, les actions de développement pour qu'on puisse aller beaucoup plus de C'est peut-être tôt de le dire. Je ne suis pas certain de conclure déjà que ça signifie qu'il y a le calme qui est revenu au niveau local. Vous pouvez juste noter qu'il y a eu déplacement des fronts. Hein? Et souvent, le front, c'est autour des ressources. Et donc, entre-temps, c'est le maire qui était dépositaire, gardien de ces ressources. Et donc, la fronde, hein, disons, se portait ou bien se manifestait hein, en direction de sa personne. Aujourd'hui, ce sont les secrétaires exécutifs qui ont donc en charge la gestion de ces moyens. Et vous notez que dans certaines communes, on note déjà quelques frondes hein, entre non plus les conseillers et le maire, mais entre les conseillers et le secrétaire exécutif. Donc, c'est des choses qu'il faut vite prendre en charge pour pouvoir corriger et faire en sorte que les objectifs assignés à la réforme puissent être atteints. Justement, parlant des objectifs, la finalité pour le chef de l'État à travers cette réforme, c'est la bonne gouvernance à la base, le mieux-être des populations, la concrétisation de projets phares, donc du développement de la localité. C'est vrai, 1 an, c'est trop tôt pour pouvoir évaluer et apprécier, mais comment voyez-vous l'avenir de cette réforme au niveau de nos communes? Vous aurez noté que la réforme en elle-même n'est pas, disons, contestée. Le principe de réformer n'est pas contesté. D'ailleurs, quelques années auparavant, déjà au forum bilan sur la mise en œuvre de la réforme de l'administration territoriale au Bénin, il y avait déjà des appels à la réforme. Maintenant, il faut s'interroger si, pour l'essentiel, c'était ce qu'il fallait faire. Et si c'est ce qu'il fallait faire, est-ce qu'on l'a fait de la meilleure des manières? Comme on le dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Les autorités politico-administratives n'ont pas pu initier une réforme qui ne vise pas le développement local. Maintenant, dans le déploiement, dans le processus, est-ce que, disons, nous avons fait attention aux fondamentaux, d'abord de la décentralisation en tant que technique, parce qu'après tout, c'est de la science qu'il s'agit, donc il y a des fondamentaux. Et deuxième volet, est-ce que nous avons eu un regard sur, disons, les aspects sociologiques, les aspects économiques, même les aspects historiques. Donc, voilà, je pense à ces deux niveaux, il faut certainement continuer à travailler en matière de réforme et en matière de processus institutionnel de façon, disons, plus prononcée. Rien n'est jamais gagné. Et donc, ceux qui ont à charge de conduire cette réforme sont appelés à avoir un regard assez large, assez ouvert, à avoir une certaine écoute, au moins de la part des acteurs qui n'ont aucun intérêt, aucun conflit potentiel d'intérêt dans la réforme, je parle des anciens, etc., à avoir une certaine écoute de la part de ceux-là pour qu'ils puissent éclairer davantage la mise en œuvre. D'accord. En 2 mots ou 2 exemples, quelles sont les failles réelles que, en tant qu'expert, vous avez pu noter de part et d'autre et que vous auriez souhaité que très rapidement on puisse corriger pour évoluer et atteindre les objectifs de départ? 2 choses auxquelles je pense rapidement, c'est d'abord la gestion des ressources. Deuxième élément, c'est le volet financier. Ces 2 points me paraissent quand même assez critiques. C'est crucial si nous voulons faire de notre décentralisation un succès au service donc, du développement local. Voilà, docteur Kosoba
Nanako, c'est déjà là votre mot de fin parce que vos souhaits sont clairement énoncés là. Si nous voulons faire de cette réforme un succès, il y a des actes importants à poser à travers ces failles. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Je le rappelle, nous étions en compagnie de l'universitaire, le docteur Kosoba Nanako, expert en gouvernance et développement local, enseignant à l'université de Parakou. Il nous a donné son avis, son appréciation de la mise en œuvre de la réforme structurelle au niveau du sous-secteur de la décentralisation un peu plus d'un an après. Merci de toujours nous rester fidèles sur Fraternité FM TV. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce numéro de l'invité de la semaine. Vous pensez ou bien vous avez des chiffres réels par rapport à ça? Oh, c'est épouvantable, c'est pas une évolution.